Que tout le monde me connaît plus ou moins ici. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Brigitte Wada et je suis présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, mais en France. Enfin, je dis paix mondiale, mais en fait, je suis juste présidente en France, hein, pas plus que ça. Et donc, je suis très très heureuse de pouvoir aussi accueillir aujourd'hui Amandine, que j'ai connue il y a pas très longtemps, en fait, à travers une autre amie, hein, Paola, une amie en commun, peut-être plus proche encore que Amandine. Euh, donc, juste pour essayer d'expliquer ce qu'est un tout petit peu la Fédération des femmes, en fait, elle a été fondée en 1992, donc c'est déjà depuis un certain temps, par le docteur Aksha Moon, et ça s'est en fait finalement répandu dans pas mal de pays dans le monde, plus de 120 pays dans le monde hein, en réalité. Et bien sûr, c'est notre objectif, c'est surtout de eh bien de s'engager. Enfin, notre objectif, c'est de réaliser la paix dans le monde, et je pense que ça, c'est l'objectif de chacun de nous ici. Mais voilà, c'est comment le faire tous ensemble. Euh, donc, bien sûr, nous avons 4 domaines dans lesquels on travaille, qui est la paix et la réconciliation. Enfin, tout ce qui concerne la réconciliation, prévention des conflits, bien sûr, il y a aussi le soutien familial. Alors, quand je parle dans tous les domaines, je parle aussi du domaine individuel, du domaine familial, le domaine communautaire, au niveau de la nation. Voilà, ça va dans tous les domaines. Et bien sûr, on insiste aussi beaucoup sur le fait que la paix commence déjà avec soi-même. Ça, c'est un point sur lequel on appuie beaucoup, puisque s'il y a déjà la guerre en soi, c'est très difficile d'apporter la paix ailleurs. On le voit bien quand les gens sont en guerre déjà en soi, où ils sont pas bien avec eux-mêmes. C'est très difficile de vivre pour les autres, très difficile de se sentir heureux ou bien d'apporter la joie autour de soi. Enfin voilà, la paix va aussi avec la joie, la paix va aussi avec l'harmonie, la paix va aussi avec l'unité, la solidarité. Enfin voilà, tous ces mots-là sont communs. Aussi, on travaille avec donc le leadership féminin parce que ça c'est important. Donc à travers l'éducation aussi, donc essayer d'amener les femmes à être plus indépendantes, pas indépendantes des hommes, mais indépendantes, c'est-à-dire de leur donner la confiance dont elles ont besoin pour subvenir dans la vie et prendre des décisions et puis être justement des décideurs ou décideuses. Pardon, hein, des fois je perds mon français, mais, de paix chez elles, mais aussi dans tous les domaines de la société, hein, en fait, hein, même dans voilà. Alors c'est vrai que quand on regarde le monde actuel, on peut se dire, ouais, bon, on parle de paix, c'est pas si simple que ça. Face au conflit aujourd'hui, j'avoue qu'on pourrait se sentir découragé en réalité. Mais ce qui me donne de l'espoir, c'est que justement, je vois des personnes et beaucoup d'entre vous, je pense que chacun d'entre vous, eh ben, qui essayent à leur façon, de façon petite ou plus grande, n'importe, à essayer de construire la paix. Que ce soit des individus, des associations, elles vraiment s'engagent. Donc rien que ça, on sent que c'est vraiment dans le cœur de chacun d'apporter cette paix. Et déjà, ça, c'est l'espoir. L'espoir que ça peut se réaliser. Et donc ça, c'est important. Alors, c'est justement pour ça aussi que nous avons besoin des unes et des autres et que nous avons besoin de se comprendre les unes et les autres, enfin les uns et les autres ou les unes et les autres. Je parle comme ça. Et donc, on a aussi besoin d'apprendre les outils qui peuvent nous aider justement à accomplir cet idéal. Et, et donc, c'est pour ça que je suis très intéressée par ce que Amandine va nous dire, hein, ce qu'elle a fait déjà pendant les 15 ans, plus de 15 ans au Guatemala, c'est ça. Et donc, c'est un travail de reconstruction en réalité. Donc, c'est ça qui est très intéressant, de savoir aussi et de comprendre comment tu as pu réaliser cela. Euh, et juste peut-être aussi pour nous donner des idées comment nous, on peut aussi aider d'autres personnes qui ont vécu des traumas. Parce que comme je disais, la paix commence avec soi. Donc si on a des traumas en soi, c'est très difficile de, de donner, de s'engager. Enfin voilà, on le sait, hein, pour toutes celles qui ont vécu des situations difficiles. Alors je vais pas en dire beaucoup, hein, parce que c'est elle qui va tout dire, Amandine. Juste pour dire que elle est aussi, alors je vais quand même l'expliquer, qu'elle est aussi cofondatrice de l'association Actoras de Cambio au Guatemala, donc qui a été fondée en 2004, c'est ça? Et bien sûr, elle est thérapeute, psychocorporelle et énergétique. Bon, je m'arrête là parce que tu vas dire plus de choses. Mais j'ai repris quand même une phrase de ce que je pense qu'il est
ta page Facebook, ou bien, enfin, je l'ai traduite parce que c'est en espagnol. Moi, je ne connais pas l'espagnol, hein, je ne parle pas l'espagnol, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc, je dis, voilà, elle a la conviction, tu me diras si c'est ça, hein, elle a la conviction qu'il est possible de reconstruire la vie et de la réhabiter sans culpabilité, sans peur et le cœur heureux après avoir vécu l'invasion, la dépossession et la cruauté dans la chair. Voilà. Je voulais finir avec ces quelques mots parce que je trouvais ça que quand même l'objectif de tout cet engagement, c'est d'apporter la joie et le bonheur dans le cœur de chacun. Voilà. Donc je voudrais inviter maintenant Amandine. Alors juste pour vous dire un petit peu du programme, Amandine va nous exposer ce qu'elle a fait. Enfin, elle va nous exposer pendant peut-être une quarantaine de minutes, 45. Et donc après, ce sera au tour de chacun de vous, ben, de lui poser des questions, d'avoir une interaction. Enfin voilà, d'avoir un échange fructueux. Et puis, tout à la fin, hein, on a un goûter qui nous attend dans une salle au fond. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'invite maintenant Amandine à nous parler. Voilà. Merci. Merci Brigitte de cette présentation. Merci à la Fondation de m'avoir invitée pour pouvoir parler de cette expérience qui est en fait un processus collectif, social, psychosocial, politique de très longue haleine et auquel bien sûr j'ai contribué et participé, impulsé, donné toute ma vie, ma passion, mes idées, mon engagement, mais bien évidemment que je n'ai pas fait seule. Hein, on ne fait pas ce genre de processus seul. On le fait ensemble et on le fait en équipe et on le fait en collectif. Donc, je suis là effectivement pour vous partager l'expérience qu'on a eue au Guatemala et qu'on a impulsé au Guatemala et surtout dans cette idée justement de rendre possible l'impossible parce que je crois que on est encore une fois dans des contextes de guerre, dans des contextes de génocide. Et c'est vrai que moi, j'ai consacré toute ma vie, depuis que j'ai 20 ans, à essayer de soulager les souffrances générées par les guerres, générées par les génocides. Je suis allée en Bosnie. Quand j'étais toute petite, j'étais très, très affectée par ce qui est arrivé aussi ici en France, à Auschwitz, avec la guerre, l'invasion nazie. Enfin, c'était quelque chose de très prégnant en moi, très fort en moi. Et ben, la vie m'a mis dans différents contextes où, effectivement, j'ai participé de la reconstruction et la possibilité finalement de faire en sorte que la vie vale la peine d'être vécue, parce que sinon, et surtout pour les femmes, et concrètement pour les femmes, pour l'humanité en général, mais concrètement pour les femmes dans ces cas-là, et des femmes qui ont été victimes de viols et d'esclavage sexuel pendant les guerres et pendant les génocides. Euh, Pourquoi rendre possible l'impossible? Parce que quand on est dans ce genre de contexte, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Le pouvoir est tellement énorme, les pouvoirs, le contraste des relations et des rapports de pouvoir est tellement énorme qu'on a l'impression qu'on peut rien faire. On est complètement aplati par ce pouvoir. Complètement, on nous enlève le pouvoir finalement et l'espoir de pouvoir changer les choses et faire des choses différemment. Donc je crois que en fait, ce travail permet, c'est pour ça que j'aime le diffuser et j'aimerais que ça se connaisse partout. Évidemment, quand on fait quelque chose, on a envie que tout le monde en profite, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui a eu des résultats concrets au niveau territorial, au niveau local, pour la vie des populations, pour la vie des femmes concrètement. Après une génération de travail, on voit des changements extraordinaires. Et ça, c'est ça aussi que je veux transmettre, que c'est possible de faire les choses, mais bien évidemment, il faut un engagement sur le long terme. Il faut des fonds, il faut des fonds. Il faut des financements aussi, et ça c'est très important quand on est dans ce côté de la planète où il y a des fonds. Il faut qu'on arrive à mobiliser des fonds pour pouvoir créer d'autres types de, de, de réalité. C'est pas vrai qu'on fait tout bénévolement. On a besoin et on a le droit. Toutes les femmes, toutes les populations ont le droit de vivre et de bien vivre. Donc,
c'est aussi un appel pour une prise de conscience de l'importance de tous ces engagements et de ces mobilisations pour le changement. Voilà, donc, juste pour mettre un peu de contexte dans ce Guatemala qui a l'air bien lointain et qu'on connaît très peu d'ici en France et en Europe. Et pourtant, c'est un pays qui apporte des choses extraordinaires au niveau de l'humanité, au niveau de ses valeurs, au niveau de ses savoirs ancestraux et au niveau des mobilisations justement des populations mayas et des femmes mayas, apporte des choses absolument extraordinaires pour le reste du monde. On a tendance à penser qu'on sait tout et qu'on fait bien mieux tout ici, en France ou en Europe, alors qu'on a aussi beaucoup de choses à connaître dans différentes parties du monde et beaucoup de leçons aussi à apprendre dans d'autres parties du monde. C'est un peu l'idée d'échanger aussi, de faire des ponts à travers tous ces contextes pour savoir qu'il est possible de faire les choses et de faire les choses autrement. Donc, pour mettre un peu de contexte, moi, donc Guatemala, c'était non, 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 c'est moi qui n'ai pas mis le on. Non, mais ça va marcher. Voilà. Donc, pour mettre un petit peu de contexte, pour ce pays qu'on connaît mal en France et certainement dans d'autres, enfin même au Mexique, hein, alors que c'est le pays voisin, c'est un pays. Dans les années 50, on était en pleine guerre froide. On va repartir à cette époque-là, même si ça fait longtemps, mais il faut comprendre cette époque-là pour comprendre ce qu'on a fait au Guatemala. Dans les années 50, en 54, il y a un coup d'État qui est fomenté par la CIA et la United Fruit Company, donc des grandes entreprises qui avaient la main mise sur beaucoup de terres. Et en 54, il y a un gouvernement élu démocratiquement, mais qui avait euh, 100 mai, qui impulsait des réformes sociales, des réformes de distribution de la terre, qui donc est venu chatouiller un peu les grands intérêts des grandes élites oligarchiques. Et à ce moment-là, donc, ils ont fomenté un coup d'État, donc appuyé par la CIA et cette United Fruit Company. À partir de ce moment-là, donc, se met en place aussi une résistance, bien sûr, une résistance collective. Et il y a une partie de l'armée qui se scinde et qui crée une guérilla. Et à partir de cette création de la guérilla et ce combat qu'il y a eu pour essayer de faire changer le statu quo, de mettre, bah, de faire tomber cette dictature, euh, il y a eu une énorme répression militaire de la part de l'État guatémaltèque qui s'est mise en place. Mais cette répression militaire a eu des conséquences très particulières et des aspects très particuliers parce que la population guatémaltèque est une population maya, des peuples donc autochtones, indigènes du Guatemala à 60%, une population maya. Et l'élite au Guatemala avait décidé concrètement, dans l'imaginaire collectif et dans les structures, que cette population gênait, était un obstacle. Et donc la guerre s'est transformée en génocide dans le sens que toute la population maya était considérée comme l'ennemi dans la doctrine de sécurité interne. Elle s'est convertie en ennemi interne et est devenue donc une cible militaire. Donc il y a eu une politique de génocide à partir des années 80 à partir de 78, elle est, disons, très concrètement mise en place. C'est une politique de la terre brûlée. On détruit tout et on détruit tous les peuples qui pourraient être, soi-disant, un appui à la guérilla, alors que ça ne l'était pas forcément du tout. Mais tout ce qui était considéré comme appui à la guérilla est éliminé et donc toute la population indigène a été prise comme cible pour, pour, euh, pour massacrer, pour faire disparaître. Et dans ce contexte donc de massacre, de disparition, les viols, l'esclavage sexuel a fait partie de la politique génocidaire, de la politique militaire. Ça a été une stratégie militaire, ça n'a pas du tout été une conséquence collatérale du conflit, ça a fait partie de la politique militaire et politique de génocide pour soumettre les populations et pour soumettre les femmes particulièrement.
Les accords de paix sont signés fin 96, les commissions de vérité sont mises en place autour de 98. Et moi, c'est l'époque à laquelle j'arrive. Moi, j'arrive en 98 au Guatemala, à un moment où tous les processus de mémoire, d'esclarecissement, d'éclaircissement historique se mettent en place. Mais c'était donc des commissions qui étaient mises en place pour faire la lumière sur les crimes de guerre, les crimes de l'humanité qui avaient été commis par l'État, par l'armée contre la population. Mais on ne parlait pas, il y avait un silence énorme à cette époque-là, on en parle un petit peu plus maintenant, à cette époque-là, c'était un silence énorme. Donc tout ce qui était crime sexuel, on n'en parlait pas. Les femmes parlaient en tant que témoins de ce qui était arrivé aux autres, mais il n'y avait pas d'espace où les femmes pouvaient dire ce qui leur était arrivé à elles. Donc c'est vrai qu'à un moment, avec différentes complices, différentes collègues euh, féministes guatémaltèques, on a décidé qu'on avait besoin de faire quelque chose pour que justement des espaces soient créés pour que les femmes aussi puissent parler, les femmes aussi puissent dire et surtout se reconstruire parce que après 25 ans de politique génocidaire, après 25 ans des crimes sexuels commis contre elles, il n'y avait pas eu la possibilité d'exprimer, de dire. Et donc, on a commencé à mettre en place Actoras de Cambio, qui était donc une association qui continue à être une association. Elle existe toujours, elle continue à faire son travail. Mais à l'époque, le principal objectif, c'était vraiment de créer des espaces confidentiels, sécurisés, pour que les femmes puissent parler et puissent libérer les traumas, les douleurs, la honte et récupérer leur vie. Rapidement, même si c'est pas drôle, il faut quand même savoir les conséquences que ça a, parce que c'est pas par hasard que les États et les armées mettent en place des politiques de violence sexuelle contre les femmes. Ce n'est pas par hasard, il y a des objectifs très concrets et à travers le corps des femmes, les viols et l'esclavage sexuel, ce qu'on veut, l'objectif est de détruire tout pouvoir de résistance, tout pouvoir, tout tissu social et de détruire, d'humilier et que les populations et les femmes en particulier ne puissent plus lever la tête. Hein, c'est vraiment les conséquences et la mort en vie. Quand les massacres n'ont pas abouti, dans le sens qu'elles n'ont pas été toutes exécutées, quand on a vécu l'horreur, la conséquence est qu'on est morte en vie. Donc, comment fait-on pour récupérer cette vie après avoir vécu ces horreurs? Les conséquences, rapidement, pour les viols, spécifiquement, c'est on la connaît aussi actuellement, sauf que là, c'est au niveau exponentiel parce que ça a été institutionnalisé par l'État. Mais l'une des conséquences les plus cruelles et les plus perverses, c'est que les femmes ne sont pas écoutées, euh, ne sont pas, ne sont pas reconnues dans ce qu'elles demandent et on les accuse, donc on renverse la situation. Non, ce ne sont pas ceux qui ont commis ces atrocités et ces actes qui sont jugés et qui sont condamnés ou qui sont accusés ou dénoncés socialement, ce sont les femmes qui ont vécu ces horreurs, qui sont rejetées et, euh, et qui finalement ont une double peine. Non seulement elles ont vécu l'horreur, mais ensuite elles doivent assumer tous les rejets de la société, les violences qui se déchaînent parce qu'elles sont considérées comme celles qui ont provoqué, donc elles ont trahi leur communauté et donc elles sont rejetées de leurs propres espaces d'appartenance, de leurs liens. Il y a donc rupture du lien. Il n'y a pas seulement une rupture de la vie, il y a aussi une rupture du tissu communautaire et du tissu social, abandon des femmes, rejet des femmes, isolement des femmes, ce qui fait que, bien évidemment, dans ces contextes-là, il était particulièrement difficile de parler. Souvent, c'est comme dit Boris Cyrulnik, là qu'on connaît bien en France, hein, un auteur qui a
et un neuropsychiatre donc qui a vécu la déportation de ses parents quand il avait 5 ans à Auschwitz, qui a perdu ses parents à Auschwitz et qui explique tout la contradiction de ces sociétés qui poussent à parler alors qu'elles n'écoutent pas et qu'elles ne veulent pas écouter. Comment faire pour que les mémoires soient guéries, soient reconnues, et les souffrances soient reconnues si on est dans des sociétés qui excluent et qui ne veulent pas écouter l'horreur. C'est pas facile d'écouter l'horreur, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas d'autre possibilité que d'écouter et de mettre en place des espaces pour pouvoir justement guérir ces mémoires horribles que chacun et chacune porte en soi et porte en elle. Donc la honte, donc se haïr, donc vouloir disparaître, et une spécificité aussi qui est justement ce que nous, on appellerait dans les sociétés occidentales les conséquences traumatiques ou la mémoire traumatique. Les femmes mayas qu'on accompagnait et qu'on a commencé à accompagner à partir donc de 2004, quand on a formé Actoras de Cambio, disaient qu'elles étaient malades de susto. Et le susto, ça peut prendre beaucoup de... Disons, ça peut être traduit de façon différente, de différentes manières. Ça peut être l'âme, c'est l'âme qui sort du corps. Donc, c'est effectivement les conséquences traumatiques quand on a vécu l'horreur. Notre force vitale sort du corps, on se dissocie, on se déconnecte. Et ça implique en fait, et ça veut dire une rupture totale dans toutes les dimensions de la vie qu'on a, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à la vie, notre lieu dans la communauté, notre lieu dans le monde, notre place dans le monde. Non, tout est détruit. Et donc, elle disait qu'elles étaient malades de sousto. Et ce sousto, qui est l'âme qui sort du corps, c'est vraiment, disons, l'image qui explique et qui illustre le fait qu'il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de vie. Non, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait pas grand-chose. Et quand on est arrivé dans les communautés, parce que c'était une époque où il y avait encore beaucoup de... Disons, on est arrivé, c'était 4 ans, 5 ans après les accords de paix. Il y avait énormément de contrôles encore militaires, paramilitaires. Donc les rapports de pouvoir, même si la guerre était finie, n'avaient pas changé. Non, il y avait toujours un rapport de pouvoir très brutal par rapport aux femmes et par rapport aux communautés. Donc il a fallu qu'on ait des stratégies confidentielles, c'est-à-dire qu'il fallait travailler en dehors des communautés au départ, pas à l'intérieur des villages, sinon en dehors pour pouvoir protéger justement les femmes pour que elles ne soient pas accusées ou dénoncées par leurs voisins, par leur famille, par les paramilitaires qui avaient été enrôlés dans la guerre pour commettre les massacres, commettre les tortures. Donc, il fallait trouver voilà, la façon de créer un espace où les femmes pouvaient se sentir écoutées et sécurisées. Et c'est ce qu'on a fait en allant dans les communautés dans lesquelles nous avions des réseaux, avec des femmes qui faisaient partie d'organisations de femmes, de veuves de guerre ou de réfugiés ou de retournés, qui, elles, avaient leur réseau dans les communautés. Et on est allé frapper à la porte en disant, voilà, on sait qu'il y a eu toutes ces horreurs, on les connaît, mais on sait aussi que les femmes n'ont pas pu parler de ce qui leur était arrivé. Et donc à ce moment-là, on nous a dit, avant de penser aller dans ces communautés, on nous a dit gentiment, mais vous êtes complètement folle, les femmes ne voudront jamais parler. C'est pas vrai. Les femmes, vous êtes complètement tarées, elles voudront jamais parler, on parle pas de ce genre de choses, c'est des blessures trop grandes. Et en fait, les femmes avaient besoin, elles demandaient juste d'avoir un espace où on puisse les écouter. Au moment où on a frappé la porte et on a dit individuellement, parce qu'on n'a bien sûr pas fait de réunion communautaire à ce moment-là, c'était très individuel au départ pour former les groupes, et on leur a dit, voilà,
il y a un espace, est-ce que ça vous dit, est-ce que vous en avez besoin? Faites passer le mot à toutes les autres femmes qui ont vécu les mêmes horreurs que vous, si vous voulez pouvoir décharger le cœur, libérer le cœur et retrouver un peu bah voilà, de paix intérieure, hein. Donc, les groupes se sont montés tout de suite. Un mois après, on a pu commencer. Donc, c'est aussi pour mettre en évidence que au moment où il y a où il y a l'espace, on rentre dans l'espace, on rentre dans la brèche et les femmes prennent l'opportunité immédiatement. Hein, c'est pas qu'on veut pas parler, c'était pour illustrer le fait que c'est pas qu'on ne veut pas parler, c'est qu'il n'y a pas de conditions pour parler. Il y a un silence imposé par la société, dû au tabou autour du viol, dû aux représentations qu'il y a autour des femmes qui sont violées en disant qu'elles ont consenti, qu'elles l'ont bien voulu, et dû au fait que c'était des femmes mayas aussi et qu'il y a des rapports profondément racistes et donc que c'était certainement moins important de parler des choses qui avaient été commises contre les femmes mayas que contre d'autres d'autres populations et d'autres femmes. Voilà. Donc, nous avons commencé à créer cette association pour ça, pour créer des espaces pour pouvoir guérir. Au départ, on n'a pas du tout pensé à des espaces publics, à des espaces de mémoire, à des espaces de justice. La justice, pour nous, au départ, c'était vraiment pouvoir parler et pouvoir guérir. Mais comment réparer l'irréparable? Hein, ça, c'est la grande question. On ne savait pas. Hein. Enfin, je veux dire, on n'avait pas la science infuse. Pas du tout. Quand on commence, on essaie, on lance, on est à l'écoute. Il y a des va-et-vient entre les populations et nous. Enfin, de quoi avez-vous besoin? Et on construit petit à petit, collectivement, justement, un processus qui permet d'accompagner au plus près des besoins que ces femmes avaient à ce moment-là. Mais on savait, en tout cas, on savait que la justice, finalement, allait bien au-delà d'une justice pénale, allait bien au-delà de condamnations faites à des bourreaux et les responsables du génocide, même si c'est important, d'accord? Mais on avait bien conscience que ce qui était vital à ce moment-là, c'était pas de commencer des processus juridiques et légaux contre les génocidaires, c'était à ce moment-là que les femmes aient des espaces pour pouvoir guérir. Donc, c'est ce qu'on a créé, un espace où elles pouvaient être écoutées et rompre et briser le silence, puisque c'est ça qui pèse. En fait, une des premières injustices du viol, c'est le silence. C'est le silence que la société impose. Donc, un espace de justice, c'était juste un espace où on pouvait commencer à parler et à briser le silence. Et quand on commence à parler, mais quel mot mettre sur ce genre de choses, sur l'horreur, quel mot mettre sur l'horreur, quel mot mettre sur le viol, quand en plus on pense que le problème c'est nous, que c'est parce que finalement on n'a pas, on a intériorisé tellement fort la voix qui culpabilise, la voix contre-insurrectionnelle, la voix qui soumet, qu'on finit par croire, puisque personne n'écoute, on finit par croire que en effet on a fait quelque chose de mal quelque part. Donc, comment mettre des mots justes? Eh ben, il faut commencer juste par libérer les émotions et libérer la douleur et la souffrance. Donc, c'est très difficile de faire un travail de vérité et de mémoire s'il n'y a pas un travail émotionnel à la base. Ici, c'est au moins accompagné par un travail émotionnel. Donc, libérer la douleur, la grande souffrance, toutes les émotions sont valides dans nos espaces. Décharger bien sûr la colère, décharger la haine. Quand on parle de paix, c'est absolument impossible de construire une paix si effectivement on n'a pas reconnu ce qui s'est passé, mis des mots sur ce qui s'est passé, qu'un espace social l'a reconnu aussi pour qu'il y ait justice. Et impossible si effectivement on est absolument submergé par la haine, même si c'est logique, c'est valide. Après avoir vécu l'horreur, c'est valide et c'est normal d'être plein de haine. Mais comment fait-on justement pour libérer, pour arriver à
mettre du sens sur ce qui s'est passé, un sens social, un sens politique, et reconstruire à partir d'une place différente pour nous, pour les femmes. Donc, on a travaillé de façon collective, communautaire, dans différentes communautés, en différentes langues, un espace pour décharger les émotions, un espace pour déprogrammer les mémoires traumatiques. On avait des outils thérapeutiques très précis pour, comme l'AIT, comme le FT, qui sont des thérapies qui sont spécialisées pour la libération des traumas. Et puis, surtout, aussi, dans toute la méthode d'accompagnement, on a pris en compte et on a valorisé toutes les ressources et les savoirs ancestraux que ces femmes avaient. Et les femmes mayas ont des ressources extraordinaires en termes de guérison et de connexion justement avec les plantes, le feu, qui pour nous peuvent paraître dans notre société occidentalisée où on ne ressent rien, on pense juste à la tête, donc on ne sent pas très bien les énergies. En fait, tout dans les populations mayas et les femmes mayas ont, disons, cette connexion qui va permettre de libérer aussi avec ces énergies-là, libérer avec le feu, avec les plantes. Et là, nous avons un témoignage très important qui dit, en fait, c'est les cérémonies notre médecine. Je voulais mourir, je pleurais beaucoup car j'avais le cœur brisé, mais le feu, les plantes, c'est la force de la terre, c'est notre force et c'est ce qui m'a guéri. Alors évidemment, ce qui a guéri, c'est l'ensemble des choses qu'on a mis en place, des processus intégraux, mais ce qui est fondamental, c'est de valoriser justement euh, les fondements des ressources personnelles et collectives que ces populations ont et continuent à avoir. Et ça a permis donc de créer des processus de valorisation personnelle et de valorisation collective que le viol et la guerre et le génocide avaient complètement détruit, c'est-à-dire toutes les femmes sentaient qu'elles n'étaient plus rien. Non seulement elles étaient mortes, mais elles n'étaient plus rien, elles étaient cachées chez elles, elles avaient honte, elles étaient exclues, elles étaient considérées comme des parias. Donc, le fait de reconnecter avec des choses qui avaient de la valeur, de l'importance, et en plus qui pouvaient rendre fiers de faire partie de ces lignées qui ont tellement de savoir, de les utiliser pour guérir, c'était comme récupérer le pouvoir, en fait. C'était eh ben, on a le pouvoir de guérir, on a le pouvoir de sortir de là, on n'est pas obligé de continuer à être complètement submergé par les blessures du passé et les blessures de la guerre. Et bien sûr, tout ça pour pouvoir mettre des mots et des mots justes sur ce qui s'est passé, des mots justes pour reconnaître les responsabilités de ce qui s'est passé pendant la guerre, pendant le génocide, de reconnaître les responsabilités autour du viol, de l'esclavage, de mettre sa propre voix, ses propres mots pour prendre l'espace, pour prendre la place dans une société, dans une histoire où les mots étaient complètement culpabilisants, où les mots étaient contre-insurrectionnels, où les mots finalement justifiaient la guerre et le génocide contre ces populations. Donc c'était de nouveau reprendre la voix et dire on existe et on est légitime. C'est pas vrai qu'on était des putes, c'est pas vrai qu'on était des prostituées dans les zones militaires, c'est les militaires qui nous ont soumis à l'esclavage sexuel. C'est pas vrai que on a collaboré en donnant des tortillas aux militaires, ils sont rentrés chez nous et ils nous ont violés. C'est remettre les mots à leur place, recréer une vérité à partir de ce que réellement elles avaient vécu. Et donc, c'est se rendre justice. Ça, c'est ma vérité et c'est comme ça que ça s'est passé et ne plus se sentir coupable. Donc, on fait sortir la culpabilité, on extériorise la culpabilité et on la dépose et on dépose la responsabilité là où elle doit être. Et à ce moment-là, la culpabilité et la honte ne sont plus en moi. Et ça me permet effectivement de me sentir de nouveau légitime, avec une voix légitime et une existence légitime. Et c'était une façon aussi de commencer à mettre sur la table politique et sociale que les crimes sexuels
étaient des crimes de guerre et étaient des crimes contre l'humanité et faisaient partie de la politique génocidaire et n'étaient pas normales. Non, c'était pas normal, c'était pas une conséquence normale de la guerre, ça faisait partie des crimes de guerre. C'était très important aussi de commencer à mettre des mots là-dessus. Donc, dans tout notre accompagnement, la réappropriation du corps était au centre. Pourquoi? Souvent, on oublie aussi l'importance du corps dans nos sociétés occidentales, puis cartésiennes comme la France. Hein. On est bien séparés. Hein, c'est bien Descartes, je pense, donc je suis, mais il a oublié que, bah, en fait, c'est ce que je ressens qui est vrai pour moi. Ce que je pense peut être complètement manipulé, peut être interprété, peut être colonisé, peut être tergiversé, mais ce que je ressens, c'est vrai pour moi. Et c'est en se connectant à ce que je ressens que je peux alors élaborer un nouveau récit, un récit juste pour moi. Et c'est pour ça que c'était très important de remettre du corps dans tout ça et de se réapproprier de ce corps, de cet espace, de ce territoire qui a été exproprié pendant la guerre et certainement avant aussi, pas seulement pendant la guerre, mais pendant la guerre, ça a pris des dimensions euh, absolument innommables. Donc, être dans le corps, ça a permis de recréer un sentiment de sécurité, ça a permis de désarticuler la honte, ça a permis, parce que c'est aussi différent, par exemple, de se dire, OK, moi, je ne suis pas coupable, j'ai compris que ça a été une politique génocidaire. OK, ça, c'est dans la tête, j'ai compris, c'est l'histoire, je l'intègre dans l'histoire sociale et politique, mais ça, c'est pas suffisant pour pas me sentir coupable. Et donc, seulement quand on se réapproprie de son corps, qu'on puisse être bien dans son corps, on commence à réellement lâcher toute cette partie de culpabilité et de honte. Et on commence à s'écouter et à se traiter avec tendresse. Et ce côté qui a l'air un peu bisounours de se traiter avec tendresse, c'est fondamental quand on a vécu des violences, que ce soit pendant les guerres ou pas pendant les guerres, la possibilité de créer des mémoires positives, de dire c'est possible d'être traité autrement, c'est possible d'être respecté, c'est possible d'être traité avec amour, c'est possible d'être traité avec respect. Donc en fait, tous ces espaces étaient comme des laboratoires où elle reconstruisait la possibilité face au silence de parler, face à la dévalorisation de se valoriser, face à la terreur, retrouver la sécurité, et face à la honte, retrouver de la légitimité, et face à la violence, retrouver la possibilité de se mettre en lien et son rapport à l'autre euh, avec dans la non-violence, dans la reconnaissance de l'autre, et même là, au-delà, dans l'affection, dans la tendresse et dans l'amour. Et bien sûr, pour quand on reconstruit et même quand on se construit, on a besoin d'apprendre à mettre des limites. C'est-à-dire quand on a vécu la soumission et l'humiliation, il y a un moment quand on arrive à reconstruire notre légitimité, notre sentiment d'être valide, à ce moment-là, on apprend de nouveau à remettre des limites, c'est-à-dire jusque-là, stop. Et à partir du moment où on réussit à dire stop, on a la capacité de relever la tête, de reprendre sa voix, euh, de briser le silence. Voilà, c'est la reconstruction du lien. Donc, ça a été fait aussi de façon, voilà, très corporelle. Se regarder dans les yeux, se prendre dans les mains, se donner une embrassade, des choses qui ont l'air anodines par rapport à l'envergure de ce qu'elles ont vécu, de l'horreur, de la guerre. Et non, c'est ça, c'est des choses simples, c'est possibilité de reconstruire simplement d'autres types de relations qui ont permis de guérir et de retrouver le pouvoir en fait sur leur vie et de trouver une place juste pour elles dans leur famille, dans leur société et dans leur communauté. Bon, ça c'était, ça fait combien de temps que je parle? Ça fait trop déjà? Ok, donc juste pour
on avait plusieurs axes de travail. Donc ça, c'était le gros axe du départ, ce dont je vous ai parlé, guérir, réparer l'irréparable. Après quelques années de travail, parce que ça, on fait pas ça avec 2 ateliers, hein, c'est des années d'accompagnement, des années de travail, où nous aussi, comme équipe, il fallait qu'on se travaille toutes ces histoires aussi de guerre, de viol, euh, les souffrances que chacune avait. C'est impossible de pouvoir accompagner les autres si nous, on ne fait pas ce travail sur nous. Et on avait donc comme politique, au niveau de l'association, de chaque mois avoir 2 jours, toujours pour travailler justement sur nous. Collectivement, sur nous, tout ce qui revenait à partir de ce travail, à partir de la souffrance qu'on écoutait, qu'on accompagnait, qu'on libérait. Donc, il y avait un gros travail sur voilà, la guérison. Et à partir de 4 ans après, les femmes ont commencé à dire, allez, c'est bon, là, nous, on veut que ça se sache. Ça, c'était en termes de... Nous, on était juste en groupe, petit groupe, 35, 40 dans plusieurs communautés. Et à partir après 3-4 ans de travail, les femmes ont dit, on veut que ça se sache. Et on veut que ça se sache parce que on veut pas que ça se reproduise ni à nuestras hijas, ni à nuestras nietas, elle disait, c'est-à-dire ni contre nos filles, ni contre notre petite fille. Donc si vous voulez, l'action sociale qui va se dégager après de ça, de ce travail, c'est une action collective qui a eu pour base d'abord la récupération, leur pouvoir sur leur vie, sur leur corps, et à partir du moment où elles ont lâché la honte, où elles ont dit que ça y est, elles allaient bien, elles étaient contentes d'être en vie de nouveau, mais elles voulaient s'engager pour que les choses changent dans leur communauté et au niveau du reste du pays. Et ça a été une grosse question. Comment on fait pour que les choses changent au niveau collectif? C'était une énorme question. Et c'est pareil, on n'avait pas la réponse et on a essayé et on a mis en place différentes stratégies. Et une des grosses stratégies du départ pour occuper l'espace public à partir des voix des femmes et de leurs expériences, ça a été les festivals pour la mémoire. Donc là-dessus, au Guatemala, les festivals pour la mémoire à partir de la voix des femmes, c'est vraiment quelque chose de pionnier qu'on a mis en place comme association, Actoras de Cambio, et qui se fait au niveau national et aussi dans les communautés. Donc d'abord, on a commencé au niveau national, plus grand, parce que les femmes voulaient pas encore s'exposer directement aux représailles possibles dans leur propre communauté. C'est toujours plus difficile d'en parler dans les cercles les plus proches. Donc, il a fallu d'abord aller au niveau national où les femmes ont commencé à prendre donc la parole en public, dire les choses en public, faire un travail de mémoire en public pour que petit à petit, elles retrouvent la force et elles puissent se confronter justement avec cet espace social qui les avait exclus, qui les avait stigmatisés et qu'elles se rendent compte que c'était possible, qu'elles avaient la force et qu'en plus elles avaient la force collective de le faire. C'était pas une voix, c'était des centaines de voix. Et ça a été un déclenchement extraordinaire au niveau communautaire et au niveau social. La possibilité d'occuper l'espace public avec la voix des femmes, ce qui leur était arrivé, leur histoire, mais pas du tout à partir pas du tout, disons, à partir d'un récit qui est ancré dans la souffrance ou dans la douleur. Non, pas du tout. Là, c'était justement, on vient vous dire qu'on peut faire autre chose de tout ça, qu'on peut s'en sortir et qu'en plus, on peut s'impliquer pour que les choses ne se reproduisent pas dans nos communautés. Donc, pour la première fois dans les communautés, dans les espaces publics, parler du viol, c'était quelque chose d'hallucinant. Et en plus, parler du viol dans le cadre de la politique de guerre et de génocide, enfin, c'était quelque chose. Elles ont réellement pris l'espace dans leur communauté où tout était silence. Ça a été
un changement extraordinaire en termes de représentation autour d'elles. Elles étaient plus du tout les pauvres petites exclues, parias de la communauté, elles étaient devenues des références. Parce que c'était des références collectives et c'était des références positives dans le sens que elles montraient qu'elles avaient réussi à guérir et en plus à agir pour que le viol ne continue pas, l'inceste ne continue pas, le racisme ne continue pas. Donc on a fait plusieurs, donc des années, on a commencé les axes et les stratégies au niveau de au niveau de la mémoire historique depuis. Le premier qu'on a fait, c'était en 2008, donc ça fait déjà 16 ans. Et tous les ans, il y a des festivals communautaires dans leur communauté. Et là, vous avez un témoignage. On danse car nous sommes heureuses. Maintenant, c'est fini la tristesse. Tout le monde sait ce qui nous est arrivé. Avant, ça, c'était la terreur. Enfin, c'était même pas pensable de que les autres sachent. Et là, c'était au contraire un facteur de fierté et de dire enfin tout le monde sait. Et mais en plus, on est sorti de toute cette tristesse. Tout le monde sait ce qui nous est arrivé et nous allons bien car nous sommes organisés. On fait la fête et les autres nous accompagnent pour célébrer notre vie et notre histoire. Mon cœur est en fête. On a aussi mis en place des stratégies dans les écoles parce que pour éduquer pour la paix, éduquer contre pour désarticuler les violences, les discriminations, évidemment, il faut passer par l'éducation. Hein, il n'y a pas le choix. Donc, on a fait aussi beaucoup de travail avec les profs de secondaire dans ces communautés et dans d'autres pour faire un travail de mémoire historique et pour essayer justement de créer une culture où le viol n'est pas toléré, la violence sexuelle n'est pas tolérée, où le racisme n'est pas toléré. Enfin, tous ces rapports de domination sur le corps des femmes ne soient plus tolérés. Donc, on a travaillé beaucoup, beaucoup aussi dans les écoles. On a des diplômes de 2 ans, donc un parcours de 2 ans pour faire ce travail. Et là, vous avez un témoignage d'une femme qui dit, je raconte mon histoire pour que les femmes sachent et ne vivent pas la même chose que moi. Avant, pendant le temps des soldats, nous ne pouvions pas parler. Et maintenant, si. Donc voilà des illustrations aussi des actions qu'on a pu faire au niveau des collèges, des lycées. On a mis en place des concours de dessin, des concours de théâtre, des concours de poèmes, pour que les jeunes et la nouvelle génération puissent connaître l'histoire et puissent la transformer. Alors, bien sûr, pareil, comment les grandes questions qu'on posait dans ces espaces-là et qu'on continue à poser pour pouvoir désarticuler la violence, c'est en fait comment fait-on pour créer des relations et des actions personnelles et collectives où on ne fait plus le choix de la violence, où on ne fait plus le choix de la guerre, où on ne fait plus le choix de la domination et de rapports de force vis-à-vis des autres. Comment on éradique donc tous les stéréotypes sexistes, racistes, tous les stéréotypes qui font que le corps des femmes est considéré comme une possession des hommes, tous les systèmes qui déshumanisent les femmes, ils déshumanisent les populations racisées. Comment on éduque les garçons pour que leur identité ne soit pas liée à une domination sur les femmes? Comment on fait pour éduquer les filles pour que leur identité ne soit pas liée à être soumise, docile et demander l'autorisation masculine de façon permanente? Comment on fait pour créer des relations sans violence euh, en commençant par soi? C'était un peu l'idée de travailler aussi avec, avec leurs familles, leur communauté, avec les écoles, pour pouvoir créer d'autres types de relations sociales. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, dans ces communautés-là, le niveau de violence a baissé énormément. Le viol, l'inceste ne sont absolument plus tabous et il y a des groupes de femmes qui sont là pour défendre, pour protéger,
pour prévenir. Donc l'impunité n'est plus du tout la même, le silence n'est plus du tout la même, et le niveau de violence dans ces espaces-là ont chuté. Et les hommes disent même, ah ben maintenant, enfin beaucoup de maris de ces femmes-là ou des hommes qui sont venus nous voir lors de tous ces espaces, tous ces festivals pour la mémoire, nous disons, ah, pour la première fois, on a compris que en fait nos femmes n'étaient pas les coupables. Et oui. Donc c'est pour aussi dire l'importance de mettre, et que ce soit les femmes même avec leur voix qui disent autre chose, qui exposent réellement ce qui leur est arrivé, sans que ce soit sans qu'il y ait des intermédiaires, que ce soit elles avec leur propre voix, leur propre force, leur soutien collectif, qui puissent exprimer l'histoire et ce qui est arrivé. Et aussi, je crois que le facteur qui a été très important pour ces changements au niveau générationnel, c'est que on a fait un travail intergénérationnel. On a fait un travail avec les enfants, on a fait un travail avec les écoles, on a fait un travail dans les communautés. Et bien sûr, on n'était pas les seuls, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de travaux de fait dans différentes, enfin au Guatemala, beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, au Guatemala, c'est la société civile, c'est les communautés, c'est les organisations ou de droits humains ou féministes ou de femmes qui ont réellement fait en sorte qu'aujourd'hui les choses soient différentes, hein, et en particulier dans ce cas-là pour leur vie. Et elles disent, c'est comme si j'étais née à nouveau. Je revis, je suis sortie de tous les esclavages. Maintenant, je peux parler, je peux sortir sans avoir peur. Je peux danser. J'ai le cœur léger et content. Je suis libre. Et ça, c'est juste pour moi. Les femmes qui avons survécu au viol et au génocide, à partir du moment que l'on a rendu public ce qui nous est arrivé, que l'on a dit haut et fort que nous ne sommes pas coupables, que ce sont les soldats qui ont commis ce crime, alors nous avons commencé à nous sentir libres d'aller et venir, de parler, de ne plus se cacher, de ne plus être enfermés comme les années d'avant. Et je sens que maintenant, nous avons vraiment un pouvoir de décider. Donc c'est vraiment ça l'objectif du processus, c'est que les femmes puissent récupérer le pouvoir sur leur vie, sur leur corps, le pouvoir de décider, et que c'est un processus qu'on ne peut pas faire individuellement, en fait, c'est pas vrai. On nous fait croire ici que les choses peuvent être faites individuellement, beaucoup. Et évidemment, c'est un processus personnel, mais ça ne peut être fait qu'en lien, qu'avec le soutien des autres et qu'en miroir avec les autres aussi. Voilà, merci.